Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Sarah Fayad, je suis la fondatrice du Collab FWI et je vais vous mener un atelier pendant une petite heure sur la thématique «Mon projet d'entreprise est-il viable?» Donc, tout d'abord, je tiens à faire un petit clin d'œil et à remercier toute l'équipe du projet de la semaine de l'égalité entrepreneuriale de m'avoir fait confiance pour cet atelier. Et puis, nous verrons ensemble les différentes thématiques à apporter, notamment sur vos projets de création d'entreprise. Donc, on va commencer. Donc, je vais déjà me présenter. Je suis Sarah Fayad, je suis la fondatrice du Collab. Donc, c'est un incubateur d'entreprises dédié à l'entrepreneuriat féminin. Nous avons aujourd'hui environ 1 an d'activité, mais ça fait plus de 10 ans que j'accompagne des femmes. Et à mon actif, j'ai accompagné 190 femmes, dont 103 qui ont pu créer des entreprises, 103 entreprises créées. Donc, parmi ces femmes, vous avez des femmes qui ont créé des entreprises, qui ont créé des emplois, qui sont mères de famille, en situation de monoparentalité ou autre. Et l'idée, c'est de pouvoir les accompagner sur vraiment tout le volet de l'aventure entrepreneuriale, y compris sur le volet personnel et sur le volet professionnel. C'est vraiment la particularité de mon accompagnement aujourd'hui. Au sein du Collab, nous sommes donc situés à Fort-de-France et nous avons un espace de coworking également à disposition pour celles qui n'auraient pas de bureau pour le moment ou pas forcément le moyen d'en prendre. Donc voilà, donc, j'en parlerai plus longuement après. Donc, petite présentation, j'ai créé mon premier business en 2009, mon premier restaurant que c'était une entreprise familiale avec mon grand frère. Puis j'ai travaillé donc assez rapidement. Je fais une formation dans comptabilité. Puis j'ai travaillé après dans l'accompagnement assez rapidement puisque mon cursus universitaire est autour de la psychologie, puisque j'ai fait des études de psychologie du travail et en parallèle, je suis issue d'une famille d'entrepreneurs. Donc forcément et naturellement, j'ai repris un petit peu le flambeau et puis j'essaye en tout cas d'accompagner aujourd'hui les femmes qui sont, euh, qui sont très, très, très intéressés par l'entrepreneuriat déjà et qui ne savent pas simplement comment faire. Donc, l'idée, c'est de pouvoir apporter tous les outils. Donc, la thématique d'aujourd'hui sera donc de savoir si le projet d'entreprise il est viable. Alors, vous imaginez bien qu'en 1 heure, je serai pas capable de vous dire si votre projet est viable ou pas. Mais je vais quand même vous donner quelques outils et vous aurez de quoi travailler sur vos projets dans les prochaines heures, là, dans les prochains jours à venir. Donc, l'objectif de l'atelier d'aujourd'hui, c'est bien de comprendre l'importance d'une étude de faisabilité dans le process entrepreneurial. Et donc, bien évidemment, d'acquérir les compétences pratiques pour évaluer la viabilité du projet. Oups, alors, je n'arrive pas à passer à la slide suivante. Alors, avant tout, je tiens à vous remercier, donc tous les participants et les participantes d'être avec moi aujourd'hui. Merci de votre temps, de m'accorder votre temps. Et puis, bon, comme je l'ai dit, merci pour tous les partenaires de la Semaine de l'égalité. Et un petit clin d'œil à Cécile et Anna qui font un travail remarquable depuis pas mal de semaines et de mois pour que tout cet événement soit mené de front. Donc, voilà, bravo en tout cas encore à tout le monde. Et donc, alors on est 80, donc je pense que je ne pourrais pas faire un tour de table vraiment, mais en gros, voilà, je vous ai fait une petite image pour vous dire, en gros, et si on rentrait dans votre tête, en quelques mots, je pense que vous seriez comme la jeune dame que vous voyez ici. Vous avez un petit peu des idées plein la tête, vous ne savez pas comment faire, vous avez aussi des fois ce qu'on appelle un bad mood, c'est de se dire on ne va pas y arriver, c'est trop compliqué, il faut beaucoup d'argent, etc. Je ne sais pas, j'ai des freins périphériques, ça peut être aussi la complexité de la charge mentale, je pense que vous verrez dans un autre atelier, ou ça peut être aussi qu'on a l'impression que c'est une montagne et comment on va faire pour gagner de l'argent et toutes les questions qu'un futur chef d'entreprise peut se poser. Sachez que chaque intervenant que vous allez rencontrer durant cette semaine a été dans cette situation. Donc, est-ce que c'est possible de faire juste un tout petit tour pour savoir si cette image représente bien ce que vous sentez aujourd'hui? Alors, Odile, est-ce que tu as des réponses dans le chat? Je ne sais pas si tu es toujours avec moi. Est-ce que tu as des petites réponses dans le chat, du coup? Oui, totalement, exactement, toujours. Pour moi, oui, ça parle à beaucoup. Ok.
Alors en fait, est-ce que je peux avoir brièvement quelles sont, si vous pouvez juste répondre à cette question, ce serait bien, comme ça je vais pouvoir adapter les attentes que vous avez face à cet atelier, puisque on peut dire que la thématique est quand même assez importante. Est-ce que mon projet sera viable ou pas? C'est quand même une grande responsabilité qu'on m'a donnée de pouvoir y répondre aujourd'hui. Alors, Euh, donc, quelles sont les attentes? Ce qui m'intéresserait, c'est de savoir pour le grand nombre de personnes qui nous accompagnent aujourd'hui, quelles seraient leurs attentes face à cet atelier. alors, il y a Pascal et d'autres personnes qui parlent de la profusion d'idées, mais que la mise en place est difficile. Mhm. Voilà, comment savoir si son projet est viable. Voilà, projet, mais on ne sait pas comment s'y prendre. Ok. Je pense on va déjà aborder une première notion, c'est la notion d'idée. Parce que souvent, on a des personnes, avant même d'être porteur de projet, on a souvent une idée. Et cette idée, il faut la décortiquer pour en faire un projet. Donc, l'idée, c'est d'ouvrir un espace de santé ou un espace un salon de bien-être. Mais ça, c'est l'idée. Et puis le projet, c'est de se dire quels seront les services qui seront proposés dans cet espace et à quel prix et où il sera situé, etc., etc., etc. Donc en gros, pour vous expliquer, aujourd'hui, je ne pourrais pas connaître les 92 projets que vous portez. Néanmoins, je vais vous donner des outils pour que vous puissiez à minima faire des recherches et voir si le projet a un avenir et une faisabilité. Si toutefois le projet n'est pas viable, je vais vous expliquer aussi que en soi, ce n'est pas forcément grave. On peut garder l'idée et se rapprocher bien évidemment d'autres prestations qui pourraient être proposées. Alors, en gros, passer à la slide suivante, on va commencer par bien sûr les définitions. Donc, l'importance, euh, alors attendez, je vais juste mettre ça. Donc, c'est l'importance de la validation de la viabilité d'un projet entrepreneurial avant de s'engager. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est avant tout quand vous avez un projet de création d'entreprise, la première chose qu'il faut faire, c'est savoir comment vous allez engager on va dire, les premiers outils pour pouvoir créer votre entreprise, mais surtout, comment vous allez être sûr et comment vous allez avoir des indicateurs de succès. Comme je vous ai parlé tout à l'heure d'une idée. Quand on parle de profusion de projets, plein d'idées, etc., en fait, c'est que le projet n'est pas encore ficelé. Souvent, on a plusieurs idées, mais une entreprise en général propose plusieurs produits, plusieurs services au sein d'un même projet. Donc souvent, les idées sont complémentaires et c'est ce qui crée le projet justement. Donc déjà, la définition propre, c'est donc la viabilité d'un projet entrepreneurial se réfère à la capacité de ce projet à être réalisé avec succès en tenant compte des divers facteurs qui influencent son potentiel de réussite. Quand on crée une entreprise, souvent c'est pour avoir une indépendance financière, c'est pour avoir une liberté également en termes d'horaire ou autre, et c'est pour réaliser son propre rêve, et souvent c'est parce qu'on répond à une problématique. Donc, en gros, la première des choses que je vais vous apprendre aujourd'hui, c'est quand on a un projet, quand on a une idée, il faut avant tout répondre à une problématique. Et cette problématique, vous devez l'identifier, sachant que la solution que vous allez apporter à cette problématique, en théorie, c'est votre projet. Mais tout d'abord, ce qui est important, c'est de savoir, avant de pouvoir dire j'ai la solution sur le marché et je l'emmène, c'est déjà quelle problématique vous avez rencontré vous personnellement, parce que souvent pour les femmes, c'est un sujet personnel, c'est un sujet qui tient à cœur, c'est une problématique dans laquelle vous êtes rencontrés. On va parler de service à la personne, on va parler d'assistanat, on va parler des fois de produits pour les femmes également, parce que souvent c'est une situation dans laquelle on s'est retrouvé où on a manqué d'accompagnement, où on a manqué de produits ou de services, et on se dit, bah, tiens, peut-être que moi j'ai manqué de ça, donc peut-être que c'est un projet qui pourrait voir le jour demain. Donc déjà, c'est identifier la problématique à laquelle vous répondez. Donc, typiquement, je vais vous donner mon exemple. Moi, Sarah Fayad, j'ai créé le Collab FWI. Je réponds à la problématique d'autonomisation des femmes par l'activité économique. Et je vais vous détailler, donc, enfin, je pourrais vous détailler pendant des heures pourquoi les femmes ont besoin d'être accompagnées pour créer leur entreprise, notamment en Martinique. Donc, bien sûr, partout dans le monde, mais en Martinique, en tout cas, j'ai des chiffres concrets qui le prouvent.
Donc, les étapes clés déjà pour aller au bout de cette viabilité, une fois qu'on a identifié la problématique, on va proposer des solutions. Donc, on va amener le projet sur la table et on aura des étapes clés qui seront des indicateurs de réussite et de succès. Donc, la première, c'est la faisabilité commerciale. Donc, je vais la détailler dans un petit moment. La deuxième, c'est la faisabilité technique. La troisième, c'est la faisabilité économique, que je vais détailler tout à l'heure, hein, rassurez-vous. La quatrième, pardon, c'est la faisabilité organisationnelle. La cinquième, c'est la faisabilité sur l'analyse du risque. Et la sixième, c'est la faisabilité juridique. Je fais une petite pause. J'ai vu qu'il y a des questions dans le chat. Enfin, j'ai vu qu'il y a des messages dans le chat. Odile, est-ce qu'on peut faire un petit point? Est-ce que vous avez des questions jusque-là? C'était en fait les commentaires par rapport aux attentes concernant l'atelier. Donc, c'était voilà, connaître les outils pour valider son projet, Ok, quelles sont les clés, ok. comment, comment le mettre en place. Voilà. Ok, bon, ben, ça tombe bien. Je crois que j'ai plutôt les réponses. Donc, je suis plutôt je pense répondre en tout cas aux attentes de cette personne ou de ces personnes qui ont énoncé. Donc, merci encore. Est-ce que vous pouvez me faire un retour sur la notion de problématique? Ce que je vous ai expliqué aujourd'hui, c'est qu'avant de monter un projet, il faut qu'on puisse comprendre la problématique à laquelle vous répondez. Est-ce que c'est un travail que vous avez déjà fait avant de vous lancer dans votre projet entrepreneurial? Odile, je te laisse me faire un retour, hein, parce que je veux pas tout. Excusez-moi, vous pouvez répéter la question? J'ai pas compris. Bonjour Alors, Sarah. oui, bonjour. Alors, la question, c'est est-ce que quand je vous ai expliqué la notion donc d'identifier la problématique à laquelle vous allez répondre, euh, avant de monter votre projet, est-ce que c'est un travail que vous avez déjà fait auparavant? Là, en tant que porteur de projet, est-ce que vous avez identifié la problématique à laquelle vous répondez? Je ne sais pas si j'ai été plus claire dans ma question. Oui, c'est bon. Oui, oui, oui. D'accord. Alors, vous pouvez prendre la parole aussi, hein. Vous n'êtes pas obligé que d'écrire. N'hésitez pas si vous voulez prendre la parole. Ça peut être intéressant d'avoir des échanges aussi pendant l'atelier, hein. Alors, Janine dit qu'elle a 10 ans d'expérience. Mhm. Il y a des personnes qui disent oui pour ma part, oui, qui répondent oui. Alors, est-ce qu'il y OK. a des personnes qui seraient Est-ce qu'il y a des personnes qui des veulent choses parler différentes? voilà, de leur problématique identifiée ou est-ce qu'ils Alors, l'ont il fait y et qui a comment faire? Claire qui dit qu'elle pensait connaître la problématique, mais elle a changé et Mhm. elle s'est affinée avec l'expérience, donc sa problématique. OK. Alors, je vais vous expliquer toute l'importance de la problématique. La problématique aujourd'hui que vous allez devoir identifier, pour celles qui ont déjà de l'expérience et qui n'ont pas encore identifié leur problématique, ça peut arriver, hein. J'ai des clientes qui arrivent, qui ont un chiffre d'affaires plutôt bien et qui me disent, écoute, on a monté ça, ça a marché, donc on s'est engouffré dedans, mais en fait, on ne maîtrise pas grand-chose finalement sur la suite. Simplement, on arrive à quand même faire de l'argent. Donc, ça peut arriver. Ça arrive d'ailleurs en général aux personnes qui n'ont pas été accompagnées au préalable et qui ont tenté. Et puis, on en a d'autres qui se retrouvent avec des projets, donc là j'en ai un petit peu plus quand même, qui arrivent avec des projets qui n'arrivent pas à décoller, qui n'arrivent pas à dégager un chiffre d'affaires suffisant pour payer les charges ou suffisamment pour gagner de l'argent simplement. Et elles ne comprennent pas et elles n'arrivent pas à trouver les solutions, il ou elle, hein, parce que j'ai accompagné des hommes aussi, mais il ou elle n'arrive pas à comprendre et à moduler le projet en fonction des attentes. Alors, pour vous expliquer, quand on répond à une problématique, on répond, donc il y a une problématique sur le marché qu'on a identifiée, on décide d'y répondre. Une fois que vous répondez à cette problématique, vous allez identifier une solution qui deviendra votre projet. Mais quand bien même cette solution que vous allez du coup tester, si jamais elle ne fonctionne pas, vous allez pouvoir revenir à la problématique initiale et proposer une autre solution qui sera peut-être plus adaptée au marché. Souvent, donc là j'ai eu un retour au deal de ce que tu m'as lu, de quelqu'un qui a dit j'ai pas identifié ma problématique, je pensais que c'était ça et finalement j'ai revu mon projet.
C'est ça, hein. Donc, en gros, l'une des compétences principales d'un chef d'entreprise, c'est de pouvoir s'adapter constamment et modifier et moduler son projet en fonction de la demande du marché. Parce qu'aujourd'hui, on ne monte pas un projet pour soi, on monte un projet pour qu'il puisse répondre à un manquement sur le territoire. Donc, ça peut être une cause, mais ça peut être aussi juste purement commercial et comment le faire. Et simplement identifier, une fois qu'on a identifié cette problématique, c'est la façon dont vous allez l'amener sur le territoire. Donc, vous allez la commercialiser aussi, dont vous allez en parler, dont vous allez, enfin, voilà, toute la stratégie marketing ou autre. Mais ça va être aussi déterminant de pouvoir vous adapter en fonction du marché. Donc, au lieu de perdre de l'argent en se disant, bon, ben, j'apporte une solution, finalement, le marché, je pensais que j'allais pouvoir le vendre à tel coût, je pensais que j'allais avoir la solution miracle, mais ce n'est pas le cas, donc je suis obligée de revenir en arrière. L'idée, c'est d'identifier dès le départ la problématique et d'avoir plusieurs solutions à apporter. Et ça va vous permettre d'aller beaucoup plus loin également dans votre projet. Donc, c'est ce qui est intéressant, en fait, dans tout ça, c'est que la problématique, c'est vraiment la base de la faisabilité du projet, quelque part. Donc, c'est pour ça que je vous invite à faire un travail dessus, même celles qui ont déjà créé, à se poser 5 minutes et à réfléchir à quelle problématique vous répondez sur le territoire, quels sont les manquements et qu'est-ce que vous pouvez apporter comme solution. Et la solution que vous allez apporter, vous pouvez en avoir plusieurs. Typiquement, au Collab, nous faisons de la formation, mais nous avons aussi un espace de coworking pour accueillir nos porteuses de projets qui n'ont pas de locaux pour pouvoir travailler ou recevoir leur clientèle. Nous avons aussi un volet accompagnement un petit peu plus spécifique pour celles qui rencontrent des freins périphériques et que nous allons rediriger vers les associations qui peuvent les aider. Ça aussi, c'est en plus. Et pourtant, la problématique initiale, enfin la solution que j'apporte, c'est l'autonomisation des femmes par l'activité économique. Mais la problématique à laquelle je réponds, c'est surtout favoriser les conditions des femmes en Martinique et favoriser les conditions des femmes. OK sur le volet économique, mais ça englobe quand même pas mal de choses quelque part. OK? Donc, pareil, ça m'a permis dans ma formation de déterminer les consultants qui allaient intervenir, parce qu'au Collab, toutes les personnes qui interviennent, ce sont des chefs d'entreprise qui sont experts dans la thématique qu'ils vont aborder. Et ça aussi, c'est un gros plus, puisque ça me permet d'aller plus loin dans l'offre de services que je vais proposer. D'accord? Donc, pour ça, il faut identifier la problématique et se concentrer dessus quand on crée l'étude de marché. Est-ce qu'on a des questions, Odile, ou je peux passer à la slide suivante? Parce que je crois que le temps est très court, il me reste 30 minutes. Oui, il reste 30 minutes. Donc, tu avais des personnes qui, en fait, parlaient un peu de leurs problématiques, comme aider toutes sortes de personnes face à un besoin de bien-être à moindre prix, mais en fait, comment décoller. OK. Et une personne qui te demande, est-ce que tu accompagnes les entreprises qui ont déjà créé? Oui, alors oui, j'accompagne les entreprises qui ont déjà créé, c'est bien de le demander. J'en ai quelques-unes et de plus en plus, on a du coup mis en place une offre de service particulière pour celle-ci. Donc, cette personne, il ne faut pas qu'elle hésite à revenir vers nous. Je referme juste la parenthèse. Alors, quand on définit la problématique, ça nous permet aussi de définir la cible. Il y a quelqu'un qui a dit aider toutes les personnes, c'est ça? C'est, oui, aider toutes sortes de personnes à faire face aux besoins de bien-être à moindre prix. Donc, en fait, c'est, je suppose, comment faire de la qualité tout en ayant des prix, en fait, D'abord, d'accord. En fait, la cible doit être identifiée. On ne peut pas malheureusement plaire à tout le monde et avoir un projet qui touche la Martinique entière. Quand on identifie la problématique, donc là, par exemple, d'après ce que j'ai compris, on parle de bien-être, il faut se concentrer sur les personnes qui seraient plutôt touchées par cette prestation, qui auraient un réel besoin et économiquement, il faut voir à quel coût on va pouvoir le proposer pour que ce soit ouvert à tous. Ou sinon, quels moyens de financement autres nous pouvons avoir pour le rendre accessible à tous. OK, donc bon, là, j'ai donné une petite parenthèse. L'idée, c'est vraiment de bien comprendre que la problématique à laquelle vous allez répondre sera déterminante sur la cible que vous allez identifier, les solutions que vous allez apporter, et ce sera le socle même et le noyau du projet. Et si demain, votre projet tarde à décoller ou que vous avez vous rencontrez quelques difficultés, il faudra forcément revenir à la source
à la problématique qu'on rencontre, vérifier si cette problématique est toujours actuelle enfin, et d'actualité, et si il faut la remanier ou si il faut la revoir. En gros, c'est vraiment la base du porteur de projet, c'est vraiment d'identifier sa problématique. Alors, je passe à la slide suivante, si je n'ai pas de questions. Si j'ai une Hop, petite question. oui, oui, vas-y. Euh, alors, en fait, le truc, c'est qu'au début, j'avais identifié, moi, j'ai déjà créé, hein, j'ai créé un centre de formation. Au début, j'avais identifié mes cibles, ma problématique et tout ça. Oui. Mais en fait, dans l'action, je me suis rendu compte que le besoin n'était pas... en fait, mon organisme de formation est spécialisé dans le développement des compétences psychosociales. Donc, j'ai mis en place des programmes de formation pour les cadres, les étudiants, les gens qui sont en, comment on appelle ça, qui sont en rupture Demandeur sociale d'emploi. ou qui sont en situation de handicap aussi, parce que je me suis spécialisée dans le domaine. Et Ok. en fait, je me suis rendu compte que les gens qui venaient vers moi n'étaient pas la cible que j'avais, mes clients ne sont pas la cible que j'avais définie au début. Donc, Ok. mon activité s'est orientée vers justement les personnes âgées, la stimulation cognitive des personnes âgées ou des Ouais. personnes ayant des troubles cognitifs. Et c'était pas ça mon objectif premier. Et en fait, ce que je me demande, c'est est-ce que quand on propose une autre solution à sa problématique, est-ce qu'on doit réorienter ou créer une autre société, en fait? Je sais pas comment dire. Alors, j'ai compris. Est-ce que par contre, je peux avoir le prénom? Parce que je ne sais pas qui parle, comme vous êtes un peu Alors, loin. je mets la vidéo. Ok, je veux bien. C'est Kelly Golto. C'est Kelly, c'est ça? Oui, Ok, Kelly. Alors enfin, comme je dis, vous êtes un peu nombreux, donc j'ai pas la vidéo pour tout le monde et je vois pas d'accord. tout le monde. Alors, Kelly, Oui. effectivement, typiquement ton cas, c'est un cas où en fait tu as identifié une problématique auquel tu Mhm. pensais répondre en tout cas. Ensuite, tu as voulu donc enfin, tu as proposé une prestation en fonction et tu t'es rendu compte que ta clientèle n'était pas du tout la même, c'est ça? Ouais, ma clientèle Alors, n'est pas du tout ma cible. Ma cible, d'accord. ce sont les salariés, en fait, les personnes actives. Et là, Ok. en fait, j'ai plus de personnes qui sont à la retraite, personnes qui ne travaillent pas ou personnes qui sont en décrochage scolaire. Voilà. Ok. Est-ce que du coup, au niveau de ta cible, tu en as quelques-uns ou pas du tout? Oui, disons, je dirais 20%. Ok. Alors, en fait, tu n'es pas obligé, tu m'as parlé d'ouvrir une autre structure ou autre, tu n'es pas obligé parce que fondamentalement, après, ça dépend de tes statuts juridiques, mais fondamentalement, quand tu rédiges des statuts juridiques pour une société, tu peux quand même miser plus ou moins large sur l'activité que tu vas faire. Et là, aujourd'hui, ta cible idéale, ce sont les salariés. Force est de constater qu'ils ne représentent que 20% de ta Clientèle. clientèle. Donc, ça veut dire que les 80% restants, c'est peut-être une problématique à laquelle tu n'avais pas initialement cru. Enfin, tu sais, tu ne l'as pas vu venir. Et quelque part, le marché t'a montré qu'il y a un réel besoin pour cette clientèle-là, mais tu n'es absolument pas obligé de monter une autre société pour ça. Tu peux simplement adapter ton offre de service. Comme je disais tout à l'heure, moi, initialement, j'accompagne les porteuses de projets. Je me suis retrouvée avec beaucoup de demandes de femmes qui avaient déjà créé depuis 5 ans, 10 ans 3 ans, 1 an et qui avaient besoin d'un accompagnement spécifique sur le développement de leur boîte. Donc, j'ai adapté mon offre de service et j'ai proposé une autre prestation, donc toujours dans la même activité, avec la même société, mais j'ai simplement proposé une offre de service supplémentaire. Donc là, l'idée, c'est que tu puisses avoir une offre de service ciblée sur tes salariés, enfin sur la cible des salariés, et que tu aies une autre offre de service simplement pour les autres personnes et que tu arrives à adapter en fonction de leurs besoins. Parce que là, concrètement, c'est comme si le marché était venu à toi, quelque part. Donc, c'est une chance que tu Oui, vois. C'est pas comme si tu as juste constaté que ton projet n'intéressait pas. Tu as quand même d'autres personnes qui se sont intéressées à ton projet. Et donc là, du coup, tu peux faire ton étude plus facilement. je ne suis pas tout à fait d'accord parce que c'est quand même un organisme de formation professionnelle que j'ai créé. Oui, donc tu as un agrément Calliope, certainement. Oui, et Mais je me retrouve à former des gens qui sont pas en situation professionnelle. En fait, la formation professionnelle, c'est jusqu'à la retraite. Au-delà de la retraite, c'est plus de la formation professionnelle.
Oui, c'est vrai. Alors, bah, après, tu sais que tu n'es pas obligé d'utiliser ton agrément Calliope. Il y a des formations qui n'ont pas. Enfin, après, du Ah coup, ben, c'est ce que je fais, hein, du la coup. formation, elle est Ah, payante. Donc, en excusez-moi, gros, Mm. mesdames, parce que oui. là, du coup, vous êtes en train D'accord. Ah, de... désolée. Oui, voilà. spécifique. Mais en fait, en gros, C'est tout très ça pour intéressant, mais très spécifique. Donc, oui, oui, c'est vrai. Alors, D'accord, en gros, ok. c'est vrai que là, dans l'activité de Kelly, comme elle est organisme de formation, simplement pour la petite anecdote, quand on est organisme de formation, on a un agrément qui nous permet de faire, donc là, on le verra, c'est la faisabilité juridique de ton projet, en réalité. Et en fait, il faut simplement que tu l'adaptes et que tu proposes hors agrément, quelque part. Il y a beaucoup d'organismes de formation qui n'ont pas d'agrément pour ne pas se spécifier dans l'action de formation pour professionnels, en tout cas. Donc là, je referme la parenthèse, je continue. Simplement Merci. pour dire que tu peux simplement identifier une autre cible et proposer une autre offre de service, n'incluant pas tes contraintes juridiques, en gros. Je vais clôturer comme ça avec toi, Kelly, si ça te va. OK? Bon, merci beaucoup. Je t'en prie, pas de problème. Alors, du coup, je reprends un petit peu mes différentes étapes sur donc l'étude, enfin, pour savoir si son projet est viable. Donc, les étapes clés, donc on va prendre la première étape, c'est forcément l'analyse du marché. Donc, on y vient, on en parlait tout à l'heure, où il faudra donc bien évidemment évaluer donc quels sont les besoins et les attentes des clients. L'analyse de la concurrence, qu'est-ce qui existe déjà sur le territoire, ça c'est très important aussi, et à quel coût. L'identification des opportunités et l'environnement même du projet. Est-ce que c'est un projet qui est donc en fonction de la concurrence? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes sur le marché? Est-ce qu'il n'y en a pas? Et vraiment analyser le marché, mais avec de la hauteur. J'insiste sur le fait de prendre de la hauteur parce qu'on est sur un petit territoire. Il ne faut pas forcément voir qu'au niveau de la Martinique. Il faut voir aussi est-ce qu'on peut aider les gens au moins dans la Caraïbe. Je pense qu'il faut se concentrer sur la Caraïbe et pas forcément regarder dans l'Hexagone parce que ce n'est pas forcément le même schéma et ce n'est pas forcément les mêmes besoins. Par contre, dans la Caraïbe, on a quand même un écosystème et même au niveau du climat, on est quand même sur des process qui sont pareils. Donc, en gros, l'idée, c'est de pouvoir bien analyser son marché, étudier les besoins et ce qu'on appelle des customer interviews, mais demander vraiment aux potentiels clients et aux prospects, bon, enfin, en tout cas, leurs attentes. Il faut analyser la concurrence et essayer de comprendre comment ils font de la marge et comment ils avancent et comment ils y arrivent. Vous, avoir des éléments différenciants ou innovants pour apporter donc une plus-value à votre projet et qu'on puisse vous choisir vous et pas les autres, ou en complémentarité des autres, en tout cas, ça peut se faire aussi. Et puis, identifier les opportunités qui s'offrent à vous et, comme je vous ai dit, l'environnement. Donc, en fait, pour la partie 1, c'est vraiment ça, c'est analyser votre marché et identifier bien la cible. Comme l'a dit Kelly tout à l'heure, des fois, on peut avoir une autre cible qui s'y accroche, mais il faut quand même faire la même étude sur la cible qui sera identifiée. Sur le volet numéro 2, donc on a l'étape numéro 2, c'est la faisabilité technique. Alors, quand on parle de faisabilité technique, l'idée, c'est d'évaluer donc les ressources nécessaires, humaines, matérielles, technologiques. Identification également des compétences requises pour le projet. C'est aussi examiner si les ressources techniques sont disponibles, enfin les techniques humaines et matérielles sont disponibles. Et cela implique également de vérifier les infrastructures, si elles sont accessibles et adéquates. Donc, la faisabilité technique, c'est comment vous allez mettre en place le projet et on verra après, notamment sur l'étape numéro 3, le coût, combien ça va vous coûter, tout ça. Donc, vous allez voir que en fait, il y a un ordre en fait, chronologique hein, dans les différentes étapes. L'étape numéro 3, nous allons voir la faisabilité économique. Donc, avant de vous lancer dans un projet, il faut regarder et surtout combien ça va vous coûter. Donc, on va parler de l'estimation des coûts et élaborer un budget prévisionnel. Donc, bien évidemment, vous avez des cabinets qui peuvent vous accompagner sur la réalisation du budget prévisionnel. Mais normalement, c'est bien que vous ayez une petite idée euh, de comment vous allez, combien ça va vous coûter, ne serait-ce qu'en termes d'apport. OK? Le calcul du coût, enfin, le calcul de retour sur investissement et l'analyse des risques financiers. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce qu'est le ROI, mais le ROI, c'est le calcul de la valeur monétaire d'un investissement par rapport à son coût. Est-ce que vous connaissez, vous avez des petites connaissances là-dessus, du coup? Odile, est-ce que tu as des petits retours? Je vois que ça fuse dans les messages. c'est mitigé. Il y a des non, il y a des oui, plus de non que D'accord. de oui. Alors, pour vous donner vraiment une définition simple
du roi, c'est vraiment l'indicateur financier qui va mesurer la rentabilité du projet, enfin d'un projet, d'un investissement, d'une action ou d'une campagne. Donc en gros, c'est vraiment le retour sur investissement que vous allez avoir. Et ça, il faut que vous en ayez conscience dès le départ. Ça veut dire on ne découvre pas à la fin, on fait des estimations. C'est pour ça qu'on parle de budget prévisionnel, d'estimation des coûts et de calcul d'analyse du risque financier. Parce que le pire quand on monte une entreprise, c'est de ne pas préparer la partie financière et de se retrouver en moins et en négatif. Alors, ça peut arriver au démarrage d'une société, hein, mais c'est le pire, c'est quand on n'a pas anticipé. Sachez que j'ai des personnes, des chefs d'entreprise qui viennent en me disant, Sarah, je ne comprends pas. J'ai un chiffre d'affaires de 10 000 euros par mois, mais je suis tout le temps à découvert. Mais la réalité, c'est que les charges fixes et variables représentent plus de 12 000 ou 15 000 euros. Donc, ça veut dire qu'effectivement, ils sont à découvert tous les mois parce que même s'ils ont un beau chiffre d'affaires dans l'idée, ça ne correspond pas malheureusement à la réalité budgétaire de l'entreprise. Donc, quand on parle de faisabilité technique sur l'étape numéro 2, donc on va vraiment voir l'évaluation des ressources nécessaires, les investissements à faire, les compétences requises, la technologie, le matériel et la partie humaine, bien évidemment, si vous allez devoir recruter, même si des fois on ne veut pas recruter tout de suite. Néanmoins, la faisabilité technique va forcément amener à la faisabilité économique pour savoir est-ce que vous aurez suffisamment d'apports, est-ce qu'avec cet apport, vous allez pouvoir lever des fonds supplémentaires, à quoi vous êtes éligible en termes d'aide et le retour, bien évidemment, sur investissement, parce que malgré tout, même si on fait confiance aux aides et il faut forcément les demander, que ce soit les subventions, les dossiers de défiscalisation ou autres, il faut surtout être conscient que ça reste des aides et que ce qui est important dans votre entreprise, c'est le chiffre d'affaires que vous allez faire. Odile, je vois qu'il y a beaucoup d'échanges. Est-ce que tu peux me faire un petit retour sur Oui, alors tout d'abord, est-ce que tu peux juste remettre la page où il y a toutes les étapes, où il y a Oui, le résumé de toutes les étapes? bien sûr. Voilà, merci. Et donc, en fait, il y avait une question sur est-ce que le roi, c'est la même chose que le business plan? Donc, j'ai répondu, j'espère que j'ai pas dit de bêtises, que le business plan est un document C'est pour aider ça. à présenter son projet à des financeurs, alors que le roi, c'est un calcul. Alors, voilà, le roi, c'est plutôt un indicateur financier. Donc, effectivement, c'est un calcul, c'est un indicateur financier. Le business plan, en réalité, c'est le cœur du projet. On va parler d'adéquation entre l'homme avec le grand H, mais ici, on va parler de femme, entre la femme et le projet. On va parler également des valeurs de l'entreprise, ce qu'on appelle le business model, ce que vous allez proposer, en quoi vous serez différenciant et le mindset que vous avez. Et puis, le business plan même, c'est les données chiffrées. Effectivement, on va plutôt parler à ce moment-là de budget prévisionnel, de plan de trésorerie, de compte de résultats. Et bon, ça c'est assez spécifique, pardon. Mais en gros, oui, le roi fait partie du business plan, on va dire ça comme ça. Néanmoins, ce n'est pas la même chose. Pour vous expliquer, notamment sur la partie financière, l'idée, c'est d'évaluer si le projet va générer suffisamment de revenus pour couvrir les coûts que vous aurez dans l'entreprise et vous assurer un retour sur investissement. Donc, cela inclut l'analyse des coûts, des bénéfices potentiels et des prévisions financières. Il faut être clair sur le fait que quand on crée une entreprise, même si on le fait de bon cœur et avec toute la passion du monde, l'idée, c'est quand même de générer de l'argent et d'avoir un retour sur investissement. Beaucoup trop d'entrepreneurs oublient de se payer pendant les premières années, ce qui décline malheureusement sur une baisse de motivation et sur un casse-tête pour payer nos propres charges et on ne sait plus où on en est. Il faut vraiment faire la différence. Quand on a un business, le business est là pour nous ramener de l'argent. Et c'est ce qui compte. Donc, en gros, la partie faisabilité économique et faisabilité technique sera assez déterminante. Donc, enfin, toutes les étapes sont déterminantes, mais réellement, le volet économique sera un très, très gros travail à faire en amont. En amont. OK? Est-ce qu'il y a d'autres questions, Odile? Je savais que la partie financière allait être un petit peu plus longue. Effectivement. À chaque fois, j'oublie de remettre le micro. Donc, il y avait une question sur est-ce qu'il y a un lien entre EBE, je ne sais plus comment ça se prononce, et le roi, enfin l'indicateur comptable, mais je pense que malheureusement, ce ne sera pas possible de le préciser dans l'ordre de l'atelier. Sarah, tu me diras si je me trompe.
parce que donc il reste à peu près 20 minutes. Oui, alors j'aurais vraiment Élise, ça. changé avec cette personne après parce que c'est pas exactement la même chose. Le BE, c'est vraiment l'excédent brut d'exploitation. C'est tout en lien. Dans la finance, tout est en lien, quoi qu'il arrive, mais c'est pas la même chose, en fait. Donc, il y a une vraie différence entre les deux. Donc, l'excédent, en fait, brut d'exploitation, donc le DE, c'est vraiment le solde du compte d'exploitation pour les unités de production. Mais ça, c'est encore autre chose. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on va malheureusement perdre un petit peu de temps. Mais c'est plutôt... Le BE, on le voit plutôt après, en gros, pour vous expliquer un petit peu. OK? Mais avec plaisir, en tout cas, je veux bien m'entretenir avec cette personne après si elle veut. Est-ce que je peux aller sur la slide suivante? Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Le Euh, micro, pardon, le micro. Est-ce que les porteurs de projets peuvent voir leur business plan avec Collab? Est-ce qu'il Oui, y a oui, bien. une partie rédaction? Oui, oui, bien évidemment, on accompagne on accompagne sur tout ce qui est volet entrepreneurial, croyez-moi, donc n'hésitez pas. En gros, pour vous faire un petit topo, juste après, pour la personne de l'EBE, je lui ferai un petit retour, parce que c'est un indicateur financier qui est aussi important, qui va mesurer la rentabilité, euh, en comparant en fait les revenus et les charges d'exploitation. Donc ça revient un petit peu à ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais ça, en fait, en gros, il y a un vrai travail sur la finance à faire, sur déjà, là c'est un petit peu après, si vous voulez, en amont, il faut déjà voir le retour sur investissement et combien ça va coûter, avant même de partir sur l'indicateur qui va mesurer la rentabilité après. OK? Alors oui, on accompagne sur les business plans, oui, on accompagne sur le volet études de marché et on a d'ailleurs des formations qui sont là pour vous accompagner sur les différents pôles que vous allez voir, que ce soit sur la faisabilité, la recherche de financement ou autre. Mais ce qui est surtout important, c'est la chronologie dans laquelle ça va se faire. Et nous avons des templates à disposition pour que vous puissiez compléter vos documents au fur et à mesure ou on peut les livrer directement. Ça fait partie d'une autre prestation, mais ça, on le fait également avec nos experts. Odile, est-ce que je peux avancer sur les slides? Parce que je suis revenue en arrière, mais j'ai peur que Oui, le oui, temps tu peux soit retourner. On était à complet. l'étape 3. Voilà, on est à l'étape 3, donc sur la faisabilité économique, l'estimation des coûts. Pensez, des fois on oublie les charges, ça peut être, des fois on se dit non, mais je le fais chez moi, donc finalement, j'ai pas besoin j'aurais pas besoin de locaux parce que c'est un travail que je peux faire à distance, mais pas du tout, parce que chez vous, c'est pas un lieu de travail. Donc, il faut compter également les 9 mètres carrés de bureau que vous allez mettre chez vous pour pouvoir bosser. Et il faut compter votre salaire, votre téléphone portable et toutes les charges qui sont en lien avec l'entreprise, y compris les déplacements que vous allez peut-être pouvoir faire, etc. Donc, en fait, je vous dis de miser large parce que l'idée, on le verra sur le volet juridique tout à l'heure, mais l'idée, c'est de bien comprendre qu'une entreprise est une personne morale à part entière, que vous êtes une personne physique. Et beaucoup trop d'entrepreneurs ont tendance euh, à limiter le coût de l'entreprise au démarrage, ce qui est normal parce qu'on laisse l'entreprise le temps de naître et de décoller. Mais il faut quand même indiquer dans le budget prévisionnel toutes les charges pour ne pas se tromper. Et pour ne pas se dire, ah, mais tiens, comme je n'ai pas de loyer, je ne compte pas. Mais si une entreprise n'a pas un loyer à payer en estimation, en fait, vous allez avoir des données erronées sur le coût que vous avez en fait pour l'élaboration du projet. Je vais passer à la slide suivante. Donc, la slide suivante, c'est les trois autres étapes. Donc, on va parler de l'étape numéro 4 sur la faisabilité organisationnelle. Donc là, c'est la structure organisationnelle nécessaire pour mener à bien le projet, l'identification des partenaires et de ressources externes. Nous allons voir également, en fait, c'est considérer si l'organisation dispose de compétences de la structure nécessaire pour mener à bien le projet. Cela comprend, donc comme je vous ai expliqué, l'évaluation de l'équipe, des processus internes et des pratiques de gestion. Donc, la faisabilité organisationnelle, c'est un vrai sujet et nous avons d'ailleurs des formations spécifiques sur l'organisation à mettre en place quand on est chef d'entreprise. Parce que souvent, d'ailleurs, quand j'ai monté ma première boîte, j'ai mon expert comptable qui m'a dit, tu sais, Sarah, ton entreprise peut faire beaucoup d'argent. Si tu n'as pas une bonne gestion et une bonne organisation, tu ne verras pas l'argent passer. Parce qu'il y a des faux frais constamment qu'on va payer pour pallier au manque de l'organisation, au manquement de l'organisation que nous n'avons pas mis en place.
Et malheureusement, ça coûte très cher de se retrouver comme ça. J'y en ai fait les frais lors de la création de ma première entreprise, donc je peux vous en parler pendant des heures. Donc, ne négligez pas également cette étape sur la partie organisationnelle, sur la structure à mettre en place pour mener à bien votre projet. En gros, il faut identifier tous les points de l'entreprise avant le démarrage pour avoir solution A, solution B, solution C. Ça n'a pas marché, je reviens sur celle-ci ou je teste l'autre. Je passe à l'étape numéro 5. Donc, c'est l'analyse du risque. Donc, l'analyse du risque, c'est simplement identifier les menaces potentielles et élaborer les plans d'urgence. Si vous avez des risques Après, on ne peut pas analyser tous les risques, hein, soyons clairs, mais il faut aussi Jamais penser... pas, hein. Un peu Comment? normal. Alors, est-ce qu'il y a une question? J'ai entendu quelque chose. Non, c'est une personne qui avait oublié de désactiver Ah, son micro. d'accord, pardon. Donc, je disais, pour l'étape numéro 5, c'est l'analyse du risque. Donc, identifier les menaces potentielles et élaborer des plans d'urgence. Alors, bien évidemment, on ne peut pas penser à tout, soyons clairs, mais l'idée, c'est de se dire aussi quelles sont les menaces potentielles. Ça peut être un nouveau concurrent qui arrive avant vous. Ça peut être une réglementation particulière aussi. Ça peut être finalement un changement au niveau des lois ou peu importe. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Ça peut être là une crise sociale qui nous tombe dessus, une crise sanitaire ou autre. Et en fait, c'est simplement élaborer des plans d'urgence pour que vous puissiez être en capacité d'avoir une continuité de service ou une continuité d'activité malgré ce risque-là. Donc après, bon, voilà, il peut y avoir des risques naturels ou autres, on peut en parler également. Mais l'idée, c'est quand même de prendre en compte, on n'est pas dans un monde de bisounours où tout va bien et tout est OK et on y va. Ça, c'est vraiment dans le meilleur des mondes. Ça peut arriver pendant quelques temps, mais l'aventure entrepreneuriale, c'est aussi des risques qu'on prend sur notre trésorerie, sur l'implication qu'on aura. Ça peut avoir aussi un impact sur nos familles. Ça faut savoir que quand on est chef d'entreprise, on se retrouve à imposer un projet dans notre foyer, à avoir beaucoup de travail à la maison des fois. On n'est pas sur du 8h à 17h, on est plutôt sur du 24-24. Je pense que beaucoup d'entre vous auront un petit sourire aux lèvres quand vous allez entendre ça, mais en réalité, voilà, être chef d'entreprise, c'est avoir tout le temps les idées, avoir tout le temps des idées et surtout, voilà, prendre du recul et analyser le risque. Et c'est surtout quand ça va bien, donc ça je vous l'ai dit c'est pas pour après, quand votre entreprise fonctionne bien, il faut tout le temps se demander pourquoi. Parce que quand elle ne va plus fonctionner, il sera trop tard pour vous poser la question du pourquoi ça ne fonctionne pas. Si vous n'avez pas identifié au préalable pourquoi ça fonctionnait quand vous avez eu vos beaux jours. Donc ça aussi, pareil, c'est une notion à bien prendre en compte et identifier la façon dont votre clientèle et dont le marché va se comporter face à votre projet. L'étape numéro 6, c'est la faisabilité juridique. Donc, j'ai fait un petit clin d'œil tout à l'heure à Kelly par rapport à son projet. Existe-t-il des contraintes légales ou réglementaires qui pourraient affecter la mise en œuvre du projet? Je vais vous donner un exemple concret. J'ai travaillé pendant 4 ans à France Travail où j'étais responsable notamment du secteur de la sécurité. Alors moi, quand je vois des agents de sécurité, je me dis c'est des vigiles qui sont embauchés pour dissuader les personnes malveillantes. Mais en réalité, c'est un secteur d'activité qui est très réglementé et chacun des vigiles, donc qui sont maintenant des agents de sécurité, sont munis d'une carte professionnelle et d'un agrément préfectoral qui les autorise à avoir ce métier. Et les contraintes légales et juridiques sont quand même assez importantes dans ce secteur d'activité. Chose qu'on n'a pas forcément l'impression quand on parle d'un projet comme ça. Je donne l'exemple de Kelly qui a un agrément Calliope qui lui permet donc d'avoir des financements et d'être certifié organisme de formation, tout comme le Collab. Mais aujourd'hui, ça peut être contraignant face à certaines prestations de services qu'on veut proposer, qui juridiquement ça pourrait se discuter, donc à voir comment mettre en place et comment comprendre la faisabilité juridique et les contraintes pour y être préparé. Je vais vous donner un exemple d'une porteuse de projet que j'accompagne actuellement, qui a monté un projet qui avait besoin d'un agrément et cet agrément, c'était vraiment une formalité pour l'avoir parce qu'elle avait plutôt bien préparé son projet avec nous. Et puis, malheureusement, les autorités lui ont dit que cet agrément n'est plus délivré jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à l'année prochaine. Donc, elle se retrouve avec un projet qui est ficelé, mais avec malheureusement un gros frein juridique qui ne lui permet pas d'avoir son agrément pour exercer.
alors que, bon, elle avait tout pour le faire. C'est simplement que la Martinique ne propose plus cet agrément jusqu'à nouvel ordre, en attendant de faire une vérif sur les personnes qui possèdent déjà l'agrément, mais qui ne l'utilisent pas. Donc, typiquement, là, on est dans une faisabilité juridique qui la contraint de patienter, à minima, en espérant qu'ils vont réouvrir les vannes d'ici l'année prochaine, mais nous n'avons aucune certitude pour le moment. Donc, pareil, la faisabilité juridique est aussi importante, que ce soit pour des demandes d'agrément, que ce soit, même si vous n'avez pas forcément de demande d'agrément, il faut voir si juridiquement, comment vous allez réussir légalement à exercer votre activité. Et donc, voilà, pour les sociétés commerciales, en général, il n'y a pas beaucoup de freins, mais ça peut arriver. Donc, il faut aussi prendre en compte cette faisabilité. Et j'ai même envie de vous dire, sur le volet juridique, nous, on travaille avec des cabinets juridiques spécialisés en fiscalité et des avocats. Nous avons 3 cabinets d'avocats qui nous accompagnent parce que souvent, la faisabilité, l'optimisation fiscale que vous pouvez avoir dans votre entreprise va déterminer de beaucoup la façon dont vous allez gagner de l'argent. Et ça va dépendre du statut juridique, ça va dépendre des impôts sur lesquels vous allez émarger, ça va dépendre du chiffre d'affaires, bien évidemment, que vous allez faire, et ça va dépendre de beaucoup de choses. Donc, je vous invite vraiment à ne pas négliger également cet aspect, cette étape qui est cruciale, que ce soit pour l'élaboration du projet, mais aussi pour la rentabilité que vous allez avoir par la suite. Est-ce qu'on a des questions, Odile? Je ne sais pas si tu as allumé ton micro, mais on ne t'entend pas. Je te remercie, décidément. Oui, il y a quelques questions. Alors, j'ai précisé que tu donnerais tes coordonnées à la fin de l'atelier, puisque bon, elles sont assez spécifiques. Ouais. Ah bon, peut-être une question qui peut intéresser tout le monde, c'est est-ce que l'accompagnement est gratuit? Alors, l'accompagnement peut bénéficier d'une prise en charge. Un accompagnement n'est jamais gratuit, sachez-le, mais il peut bénéficier d'une prise en charge en fonction des profils, puisqu'on a un agrément, justement, Calliope, qui nous permet d'aller émarger sur certains financements, mais ça dépend du profil. Je ne peux pas garantir à tout le monde que l'accompagnement sera gratuit. Ok, merci. Donc, il reste, on va dire, comme on a commencé un petit peu en retard, il reste une dizaine de minutes. Minutes, ok, bon, ben, je continue. Alors, pour finaliser juste sur le volet juridique, il faut toujours vérifier les contraintes. Par exemple, quand on veut ouvrir un restaurant, on se dit, tiens, je veux ouvrir un restaurant, mais vous savez qu'un restaurant, par exemple, il y a des contraintes. Donc, ça peut être... alors là, j'ai des exemples en tête. Donc, il faut vérifier si les contraintes légales et réglementaires, s'il existe des contraintes légales et réglementaires qui pourraient affecter la mise en œuvre du projet. Ça peut être des licences, des permis d'exploitation, des permis tout court ou d'autres exigences légales spécifiques. Donc, comme je vous ai dit, quand on monte un restaurant, typiquement, il faut faire une formation de responsable d'exploitation pour être en capacité d'ouvrir cet établissement. Il y en a qui ouvrent et qui ne savent pas, et puis finalement, la mairie frappe à la porte pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou il faut une autorisation quand on veut recevoir du public, que là, on a fait les frais. Hein. Alors, moi, je savais, mais il y a toujours une autorisation à demander. Donc, vérifiez bien sur le volet juridique avant de vous embarquer dans la création même de l'entreprise. Qu'est-ce que vous avez à faire comme démarche pour que vous puissiez légalement ouvrir votre boîte? Et donc, il va me rester que 10 minutes. J'avoue que c'est passé un petit peu vite, mais j'ai été quand même ravie de vous accompagner. Donc, en gros, la petite conclusion que j'ai à vous dire aujourd'hui, c'est qu'évaluer la viabilité d'un projet est crucial, car cela permet aux entrepreneurs de prendre des décisions éclairées sur le lancement ou non du projet, parce que ça peut être un no-go également. Le projet en l'état n'est pas rentable, donc on n'y va pas. Ça peut être un go parce que le projet en l'état, il est viable et on pense avoir quand même coché toutes les différentes étapes et on est plutôt sur un projet ambitieux. Voilà, hein, ça dépend des cas. On va identifier les risques potentiels donc, et élaborer des stratégies pour les atténuer parce qu'il y a forcément une prise de risque quand on se lance dans l'entrepreneuriat. La préparation d'un business plan solide peut être présentée, qui peut être présenté aux investisseurs ou aux partenaires financiers. Sachez un petit coquille, je suis désolée, j'ai oublié le S de financier. Sachez néanmoins que le business plan, c'est la base de tout ce qu'on va vous demander. Vous allez chercher un local, on va vous demander un business plan. Vous allez ouvrir un compte bancaire professionnel, on va vous demander un business plan. Vous allez demander à des investisseurs donc, de s'intéresser à votre boîte. Vous allez avoir besoin d'un business plan. Le business plan, c'est vraiment la carte d'identité de votre entreprise avec ou non le volet financier. Donc, ça dépend à qui vous vous adressez. Si c'est à des clients, des prestataires, vous n'êtes pas obligé
d'avoir une présentation. On appelle plutôt ça un pitch deck. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une présentation financière détaillée. En revanche, pour les partenaires financiers et les organismes financiers potentiels qui pourraient vous accompagner, il faudra bien évidemment un business plan qui soit solide et si possible vérifié par un professionnel. En résumé, la viabilité d'un projet entrepreneurial repose sur une analyse approfondie des différents aspects économiques, techniques, commerciaux, organisationnels et juridiques. Cette évaluation est essentielle pour maximiser les chances de succès et minimiser les risques associés au lancement d'une nouvelle entreprise. Voilà, je pense avoir fait le tour. Je suis bien évidemment là. Si vous avez des questions globales sur l'accompagnement, n'hésitez pas. Si Est-ce vous que voulez... tu as une diapo avec tes coordonnées, s'il te plaît? Oui, je la mets juste après. Ah oui, j'ai oublié de parler d'emplois essentiels, pardon. Donc, je fais juste un petit aparté, j'avais oublié celui-là, c'est ce que j'ai fait hier soir. Alors, l'adéquation, je suis désolée s'il y a des hommes avec nous, j'ai mis l'adéquation femme-projet parce que je suis militante pour les femmes, donc je l'assume pleinement, même si j'accompagne des hommes aussi. L'adéquation entre la femme et le projet entrepreneurial est un aspect crucial à considérer pour assurer le succès et la pérennité d'une initiative. Là où je mets vraiment un focus dessus et que je ne l'ai pas mis dans les étapes clés, je l'ai mis à part, c'est parce que là, il s'agit de vous et de votre personne. Avant de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, vous devez prendre en compte l'ensemble des facteurs clés de réussite de votre projet, y compris votre engagement, votre temps et votre investissement. N'hésitez pas à vous faire accompagner. Donc là, je prêche pour la paroisse, donc bien évidemment du collab, mais de tous les réseaux d'accompagnement. L'idée, c'est que vous vous sentiez bien et à votre place avec les personnes qui vont vous accompagner et que vous vous sentez en confiance. Ça, c'est vraiment primordial. Il y a beaucoup de réseaux aujourd'hui qui existent sur le territoire. Rapprochez-vous simplement du réseau qui vous paraît, qui vous ressemble en fait simplement. Donc, n'hésitez pas à vous faire accompagner par un réseau d'entrepreneurs de votre choix. Cela vous permettra d'éviter de souffrir de la solitude de l'entrepreneur, qui est un des facteurs numéro un du mal-être du chef d'entreprise. Et vous serez surtout entouré d'experts et d'entrepreneurs qui vont vous accompagner et vous encourager. En gros, l'idée, c'est de bien comprendre que l'adéquation entre la personne et le projet est cruciale. Souvent, l'adéquation vient d'une compétence technique. Donc, je vais te dire n'importe quoi. Un boulanger aura bien envie d'ouvrir une boulangerie parce qu'il sait faire du pain, qu'il sait faire tout ce qu'il faut pour une boulangerie ou peut-être éventuellement un peu de pâtisserie. En revanche, la notion de gestion, est-ce que c'est un bon gestionnaire? Est-ce qu'il sait gérer une entreprise? Ça, c'est autre chose. C'est pour ça qu'il faut se faire accompagner. Et puis, je vais même aller plus loin. Souvent, on embauche quelqu'un pour réaliser des prestations qu'on sait faire, donc à savoir les produits qui seront proposés dans la boulangerie. Et puis, le boulanger va plutôt, lui, se concentrer sur le volet juridique, la gestion d'entreprise, la finance, la comptabilité. Et il va un petit peu s'y perdre parce que ce n'est pas forcément son domaine de prédilection et ce qu'il aime faire. Donc, quand on monte une entreprise, il faut vraiment qu'il y ait une adéquation entre la personne qui va porter le projet et le projet en lui-même. Au collab, je dis souvent qu'on n'accompagne pas des projets, on accompagne des porteurs de projets. Et souvent, c'est même pas souvent, c'est que nos premières formations qui sont obligatoires chez nous, c'est notamment autour de l'adéquation entre la femme et le projet, entre la conciliation vie professionnelle et vie personnelle, parce que ça aussi, c'est un autre sujet qu'on n'abordera pas. Je crois qu'il est prévu dans la semaine de l'égalité. Je vous invite à le suivre. Mais ça aussi, c'est un sujet qu'il faut bien prendre en compte pour bien comprendre le mindset dans lequel vous devez être, pour bien prendre en compte la réflexion que vous devez avoir quand vous montez votre projet et l'engagement personnel et financier que vous allez aussi avoir dans votre entreprise, parce que souvent, on a envie de créer une entreprise pour gagner de l'argent, mais les premiers temps sont un petit peu durs. Des fois, il y a des moments très noirs où on n'a pas forcément de chiffre d'affaires ou pas forcément à la hauteur de ce qu'on avait prévu. Et ça aussi, il faut le prendre en compte. L'entrepreneuriat, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon, ça prend du temps. Et je pense que vous avez déjà entendu parler de la vie de l'entreprise, à savoir, est-ce qu'on est sur 2 ans d'activité, après il y a le cap des 5 ans, il y a le cap des 7 ans, il y a le cap de, etc. Donc voilà. Pensez également, si vous devez vous associer avec quelqu'un, quelle sera la valeur ajoutée de cette personne? Est-ce que cette personne aura la capacité et l'engagement nécessaire pour vous accompagner pendant tout le long? Quand il n'y a pas encore d'argent, on en discute beaucoup, mais quand il y a de l'argent, finalement, les gens peuvent changer aussi. Faites attention. Voilà, il y a des points d'alerte en tout cas sur lesquels je ne pourrais pas tout vous énumérer en 1 heure malheureusement, mais sachez en tout cas qu'il y a des réseaux qui peuvent vous alerter et vous orienter de façon pertinente pour que vous ne soyez pas seul à prendre les décisions.
Et des fois, il y a des choses aussi dont vous n'avez pas conscience, notamment dans la recherche de financement, des choses qui sont possibles. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger les métiers support. Un avocat, un expert comptable, un cabinet juridique, des cabinets de gestion d'entreprise et des cabinets de recherche de financement, ça existe. Et ces cabinets, en général, sont soutenus par des entreprises et des entrepreneurs qui ont déjà beaucoup d'entreprises. Donc souvent, ce sont les groupes qui font appel à eux. Mais c'est parce qu'ils ont bien compris que l'accompagnement, c'est un métier à part entière et qu'un chef d'entreprise, même s'il est polyvalent, il ne peut pas avoir une expertise dans tout. Et aujourd'hui, typiquement, l'identité de Collab, c'est de dire on a 28 consultants qui interviennent sur des thématiques précises en fonction de leur expertise. Comme ça, vous avez vraiment le cœur et le noyau de chaque expert. Et non une personne qui va vous dire il faut faire comme ci, comme ça. Et alors que forcément, des fois, ça se discute. Les retours d'expérience, c'est aussi très important d'avoir des chefs d'entreprise qui vous disent attention, moi j'ai fait ça comme ça, je me suis trompée sur ça, j'aurais pas dû prendre tel statut ou autre. Ça aussi, c'est très important de l'entendre. Mais chaque projet est différent et chaque entreprise est différente et chaque personne également est différente et a des attentes et des besoins différents. Voilà, en tout cas, j'ai été ravie vraiment de vous accompagner. J'ai peut-être encore allez, j'ai 4 minutes visiblement devant moi pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas et je Ah, mettrai dans la slide alors, de tu as 3 minutes parce qu'il faut aussi que je partage le questionnaire qui est très Ah oui, important pour pardon. nous. Ou alors, à la limite, si je peux le partager maintenant, comme ça, vous conservez, pour tous les participants, je m'adresse à vous, vous le conservez précieusement pour pouvoir le remplir dès que possible. C'est très important, en fait, pour la pérennité de ce projet, que vous puissiez, en fait, nous dire ce que ça vous a apporté. Vous devez aussi le remplir, s'il vous plaît, même si vous avez déjà participé à l'atelier précédent. Donc, je vous mets le lien et vraiment, si vous souhaitez nous retrouver l'année prochaine ou que d'autres personnes puissent en bénéficier, de pouvoir le remplir, c'est important, j'insiste. Et ensuite, Sarah pourra répondre à vos questions. Et voilà, donc je viens de mettre dans le chat le questionnaire. Donc, à remplir. Et voilà les coordonnées de Sarah. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, j'ai mis mes coordonnées à disposition, effectivement. Est-ce qu'il y a des questions, Odile? Ou bien tu veux que j'ouvre le chat pour voir? Pas de questions dans le chat. Pour les personnes qui demandent pour les replays, donc oui, il y a la possibilité de recevoir les replays. Donc en vous enregistrant sur la billetterie web que j'ai partagée. Je vous partage aussi il y a un guide qui a été créé par le projet qui reprend en fait toutes les informations où vous pourrez aussi retrouver tous les organismes qui accompagnent comme Collab. Je vous mets le lien. Donc, vous vous connectez en fait sur notre page Instagram et vous aurez en fait dans la bio toutes les informations dont vous avez besoin, la billetterie et le guide d'entrepreneuriat. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour Sarah? N'hésitez pas à mettre votre micro si vous voulez la poser à l'oral. Bon, a priori, pas de questions. Bah, s'il n'y a pas de questions, je veux bien. Bonjour, je veux bien qu'elle m'explique le rapport là entre le BE et le ROI, le roi. Ok, est-ce que c'est possible de le faire en off du coup, puisque là, Oui, enfin, il n'y a aucun souci. ouais, je crois, je sais pas si enfin, Ce que je fais, je vous appelle après ah ou oui, Il y a, parce que là, du coup, il est midi 10. Je sais pas si, je crois que, parce que moi, j'ai reçu un petit message d'Anna qui me demande si on a clôturé, donc je sais pas si j'ai beaucoup de marge d'accord. pour dire. Oui, là, faudrait qu'on clôture. Donc, effectivement, vous pouvez vous parler en off. Donc, si madame a tes coordonnées, elle pourra te contacter. Et juste une petite dernière question. Oui. Est-ce que tu accompagnes sur les associations?
Oui, on accompagne également les associations, oui. C'est un modèle économique qui est différent. Donc, D'accord. Donc, on peut encore 5 minutes. Donc, si une personne a une question qui pourrait servir à tout le monde, ouais. tout le monde. Alors, j'ai vu que quelqu'un a posé la question. Alors, le support, pas de support, mais par contre, vous aurez les replays. Les replays de la, je vais y arriver, de la présentation. Donc là, je vous remets, pour celles qui ont demandé, je vous remets le lien de la page Instagram. Donc, vous pouvez récupérer le guide entrepreneurial et les différents liens pour pouvoir vous inscrire aux autres ateliers de la semaine. Et n'oubliez pas les questionnaires, je vous le remets. Parce Oui. qu'en fait, le projet est financé par nos partenaires et donc c'est important en fait qu'on puisse montrer ce que ça apporte à tout un chacun. Si vous avez déjà répondu, vous pouvez recommencer parce que en fait, c'est pour chaque atelier un formulaire différent. Voilà. Et je vous partage l'ensemble de nos partenaires qui ont fait que cette semaine est possible. Voilà. Alors, du coup, je clôture, Odile, puisque comme je t'ai dit, j'ai eu un petit... Alors, on a encore 5 minutes, c'est ça? Voilà, il nous reste 3 minutes, mais bon, s'il n'y a pas d'autres questions, tu peux clôturer. Oui, alors, en tout cas, enfin voilà, j'ai été ravie vraiment de pouvoir animer cet atelier aujourd'hui. Merci à toutes les personnes qui sont restées hein, avec nous. On était à 90 ou 92 personnes, je On crois. a eu 101. Ok, donc vraiment merci en tout cas pour la confiance et pour le temps accordé. N'hésitez pas à me contacter si besoin pour plus d'informations, enfin, si vous avez des questions ou autres. Et puis surtout, profitez de cette semaine qui est vraiment très enrichissante sur les différents ateliers que vous allez voir, qui vont vous permettre de vous concentrer sur votre projet et comment l'aboutir. Aujourd'hui, comme je dis souvent à France Travail, pour avoir des entreprises qui recrutent, il faut aussi qu'on ait des entreprises qui se créent et qui soient créateurs de richesse et d'emploi. Et pour cela, pour être accompagné, des fois, vous avez une image de votre projet qui sera peut-être un petit peu réducteur quelque part parce que vous allez vous dire, bon, ben, je vais faire ça comme ça, comme ça. Et puis, vous allez avoir des cabinets ou des réseaux d'accompagnement qui vont voir bien plus loin et qui vont voir le potentiel. Donc, souvent, les startups qui ont été levées des fonds ou autres, c'est souvent comme ça. C'est parce qu'on a été accompagné à un moment donné par quelqu'un qui a vu le potentiel et qui nous a poussé un petit peu plus loin. Et puis, c'est bien d'être dans un réseau d'entrepreneurs, de faire des échanges de pratiques. Et voilà. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, à vous rapprocher des différents membres de l'équipe de la Semaine de l'égalité. N'hésitez pas également, si vous le souhaitez, en tout cas, à vous rapprocher de Collab. Et puis vraiment, je vous souhaite à toutes et à tous beaucoup de succès dans vos projets entrepreneuriaux. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous et merci à nos partenaires, à la préfecture et à la CTM. Odile, est-ce que